et à l'affectation des résultats pour l'essentiel, et donc le vote du budget supplémentaire. Et nous avons deux subventions, deux délibérations qui sont relatives l'une au vote d'une subvention pour l'école primaire. Je pense que c'est un montant assez faible. Voilà. Et les bons comptes font les bons amis. Et une signature d'une convention d'adhésion au service de mission d'intérêt territorial pour l'année 2026. Pour la gestion du personnel, j'y reviendrai après. L'appel, Julien Buchet m'a donné pouvoir. Suzy Colette. N'hésitez pas, voilà. Jérôme Dekerle. Paul de Messine. Maryse Danhé. Régis Dessau. Hélène Fabre. Hugues Foutry présent. Vincent Gilliard. Enoch Dorothée qui a donné pouvoir, que je regarde bien, à Sabine. Pierre Loiseau. Arabelle Patron-Anquet. Jonathan Schneider a donné pouvoir à Hélène. Sabine Verriest, bon anniversaire. Julien, puisque vous voulez la faire discrète. Julien Vauquier, Guillaume Cordier, Laurence Dosque, Marilyn Deligne, Emmanuel Rachet. Eh bien, nous avons évidemment le quorum. Je vais vous inviter à examiner la première délibération qui concerne la signature d'une convention d'adhésion au service mission d'intérim territorial qui est proposée par le Centre départemental de gestion. Cette proposition de convention nous permettra de faire appel à ce service du Centre départemental de gestion en cas de besoin pour remplacer des agents qui seraient amenés à être absents. La proposition qui est faite est donc d'adopter une convention qui est établie par le Centre départemental de gestion, qui est donc l'organisme obligatoire auquel nous devons adhérer, qui gère la carrière des communes, des agents des communes de jusqu'à moins de 10 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui propose, en plus des services aux communes, tels que ce service-là, ils font aussi la préparation des bulletins de paye. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter cette délibération pour qu'en cas de besoin, nous puissions faire appel à ce service qui n'est pas gratuit, hein, puisque en fait, évidemment, nous avons un coût par rapport au recrutement, c'est-à-dire au traitement que nous devrions donner à la personne qui vient chez nous en intérim. Et il y a un pourcentage de mission qui est aux alentours de un peu moins de 20%, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, qui est là donné, qui est financé pour le Centre départemental de gestion contre justement pour financer ce service. Voilà ce que je voulais vous dire en présentation de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de valider cette délibération qui est favorable. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant sur l'approbation du compte financier unique et je vais laisser la parole à Paul. Le compte financier unique, comme vous le savez, alors au moment du vote, moi je dois partir. Mais c'est le document qui remplace le compte administratif. Avant, c'était un compte administratif et en fait, c'est le document qui retrace l'ensemble de l'année budgétaire passée, l'année budgétaire 2025. Et cette délibération nous permettra derrière d'engager le budget supplémentaire. Voilà, Paul, je te passe la parole. Bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Je voulais dans un premier temps remercier Claire de toute l'aide qu'elle nous a apportée pour cette partie compte financier unique, préparation du budget. Elle s'est formée et elle m'a accompagnée avec le VGC tout au long de
ce budget qui n'a pas été facile puisqu'on a dû se former petit à petit. Donc voilà, c'était important et précieux. Alors, le compte financier unique. Donc, vous pouvez la faire glisser. Sur la page 6 apparaissent les résultats de cette année 2025, avec un résultat cumulé à la fin de l'exercice en investissement. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de tous les chiffres, hein. Vous les voyez, vous les verrez. En investissement, un résultat cumulé positif de 142 513,82 € et un résultat positif également en fonctionnement de 403 203,94 €. Voilà. Donc, on peut dire que ce sont, malgré les dépenses un peu, pas imprévues, mais ce qu'on a fait l'année dernière, à Tiche Libéré, on a quand même ces résultats positifs. Ensuite, je vous parlerai tout de suite du fonctionnement parce que c'est ce qui est le plus intéressant et ce qui permet d'avoir des résultats de cette façon en maîtrisant le fonctionnement. Alors ça, c'est à la page 46. Et là, donc c'est en dépenses de fonctionnement pour l'année dernière. Alors, on a d'abord les achats de prestations de services. Je vous parlais des rubriques les plus importantes. On a d'abord l'achat de prestations de services. Alors, il a été de 238 885 € et je vous épargne centimes. Bien sûr, comparé à 2024, il était de 60 650 € et c'est celui-là qui a englobé une partie d'Atiche Libéré, enfin la plus grosse partie puisqu'il y avait tous les prestataires. Il n'y a pas que ça qui était sur ce budget, hein, mais c'est quand même une grosse partie. Il y a l'alimentation aussi, il y avait 9800, je vous parle des rubriques qui ont vraiment beaucoup changé. Alors, en 2025, il y avait 9 837 € et en 2024, 3 537 €. Là aussi, il y a toute la partie alimentation, des différentes animations d'Atiche Libéré ou des animations de l'année, mais c'est aussi Atiche Libéré qui fait un petit peu la différence. Les fournitures de petit équipement, il y a 17 799 € et 13 000 l'année précédente. Ensuite, l'eau, l'assainissement, l'énergie, tout ça c'est récurrent, on ne peut pas faire autrement. Les produits d'entretien, ça aussi c'est à peu près pareil. Les fournitures scolaires, l'année dernière, elles étaient 12 821 € et ça c'est une attribution qu'on décide au début de l'année avec un prorata par enfant et par école. Les locations. Alors, les locations, c'est tous les... Ça concerne toutes les locations dans l'année, les locations des nacelles pour les activités. Il y a eu 3 fois les nacelles qui ont été louées. Il y a aussi la fourniture des fontaines à eau, tout ce qu'on loue dans l'année, tous les prestataires, les locations qu'on doit effectuer dans l'année pour les activités. Et ça n'a pas bougé, c'était à peu près la même chose. Les charges locatives de copropriété, c'est ce qui correspond donc au bâtiment qui est en face, qu'on abandonnera, enfin on n'aura plus besoin l'année prochaine. Les terrains, c'est le nettoyage et la tonte des pelouses. Pour la voirie, là par contre c'est en baisse par rapport à l'année précédente, mais l'année précédente on avait fait une opération spéciale pour les petites voiries et les trous ce qui était embêtant dans la commune mais pas trop important. Matériel roulant, il y a eu une grosse réparation je pense que c'est sur le tracteur. La maintenance, c'est le chauffage. Les assurances, vous voyez, 27 000 €, c'est ce qu'on avait déjà évoqué, mais ça c'est de toute façon c'est les primes d'assurance.
publicité et relations publiques, ça aussi par rapport à l'année précédente, il y a 19 000 euros et on avait 15 324 euros en 2024. Donc ça aussi c'est une opération consécutive à la communication qui a été faite surtout autour d'Atish Tiberet. Voilà, donc ça c'est les parties les plus, qui ont bougé le plus et qu'on essaye de maîtriser au maximum pour pouvoir dégager un excédent tous les ans. Donc c'est impératif pour dégager cet excédent en fonctionnement qui permettra de réaliser de l'investissement l'année suivante. Donc on a réalisé en dépenses de fonctionnement, on avait prévu 2 141 000 et on a émis 1 765 384 euros. Alors ensuite vous avez les différentes recettes de fonctionnement. Vous avez le détail qui est en dessous. Le FCTVA sur le fonctionnement, c'est une petite somme, c'est surtout sur l'investissement que c'est une somme importante. Voilà. Ensuite, là, sur les pages suivantes, vous verrez, c'est l'analyse financière et c'est des éléments importants pour l'État, pour les trésoreries, pour la préfecture, pour analyser notre budget. Si on repart sur l'investissement, les plus grosses dépenses de l'année dernière, on les constate surtout. On a réussi à dégager 683 600 euros de subventions d'investissement sur le projet salle des fêtes. Mais on n'avait pas la possibilité d'aller plus loin. On a dégagé le maximum de ce qui était légalement possible de dégager. On a fait également l'emprunt, on constate également l'emprunt en euros, 1 431 000, 1 million pour la salle des fêtes et 431 000 pour l'achat du 3 rue des Jardins. Le FCTVA de l'année dernière, 86 000 euros. Et l'excédent de fonctionnement capitalisé qui est constaté, c'était 553 906 euros. Donc les prévisions, c'était donc 6 639 000 euros, 639 480 euros. Les réalisations nettes, 3 810 616 61. Quand vous voyez annulation, c'est simplement des erreurs d'imputation, la première fois quand ça a été constaté et qu'on a corrigé, que j'ai fait corriger. Voilà. Donc dans les dépenses d'investissement, vous avez 3, 4. À la page 23, vous avez sur les terrains aménagés, c'était des dépenses qu'on avait prévues au début de l'année. Les plus importantes, c'est les 77 220 euros, c'était le chemin Gênes qui a été réalisé. Bâtiment public, c'était des travaux sur l'école, la peinture, des réparations, tout ce qui a été engagé sur l'école. Le matériel informatique, ça aussi c'était une grosse dépense, 40 223 euros. C'était la mise en place du réseau, de la Wi-Fi et la téléphonie. Matériel de bureau immobilier, c'est entre l'achat de chaises pour l'école, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était l'élémentaire, et la mairie aussi, des bureaux qui ont été achetés. Ce qui représente pour le chapitre 21, en prévision 185 046 euros et en émission 164 808,64 euros. Ensuite, après il y a toute la série des opérations et donc là on dépense les opérations les plus importantes, c'est bien sûr la salle des fêtes. On a dépensé au total 2 098 023,68 euros. Ensuite, il n'y a pas eu d'autres dépenses sur d'autres opérations, c'est bien en fait.
émission. Là, on constate les 406 150 € sur l'opération 64, c'est parce qu'on avait, par une décision budgétaire modificative, on avait pris l'argent en attendant d'avoir le montant du prêt, on avait pris l'argent de l'achat du 3 rue des Jardins sur l'opération 64 et on l'a remise ensuite en recette dès qu'on a eu le prêt, pour rester toujours en équilibre sur cette opération. Ensuite, 65, bâtiment public. 66, c'est l'église, où là, on a dû faire des travaux, pour l'instant, des travaux pour maintenir le bâtiment, les clochers, les petits clochers sur les côtés qui devenaient dangereux, et la partie du cœur de l'église. Toute cette partie-là, on a dû faire des travaux quand même pour maintenir en état le bâtiment. L'emprunt en euros l'année dernière, donc 57 730,76 €. On ne constatait pas encore de remboursement puisque les emprunts ont été faits en fin d'année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le budget, sur des chapitres particuliers. Je vous donnerai le détail du... Là, pour l'instant, je n'ai en ma possession que les devis qui ont été donnés pour Atiche Libéré. Je ferai des recherches sur le logiciel pour avoir le détail, ce qu'on a réellement payé pour l'instant, pour m'assurer que... comment? Alors après, ça suit les devis, hein, mais je rechercherai sur le logiciel. Puisque les devis sont de 2024 et les factures ont été payées, bien sûr, en 2025. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce budget? Oui, ce CFU, pardon. Qui a des questions? On les a vus en commission. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous demander... Oui. Oui, je retrouve pour ma délibération. C'est celle-là. Compte financier unique. C'est ça? Bon, d'accord, ok. Voilà, donc Monsieur Foutry a dû sortir parce qu'il n'a pas le droit d'assister à notre délibération sur le compte financier unique. Alors, considérant que le CFU met en évidence des informations clés, enfin toute cette partie-là sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats du bilan et du compte de résultats synthétiques et des taux de contribution et produits y afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place des contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production de CFU. Considérant les éléments susvisés, après en avoir délibéré, le conseil municipal, Monsieur le maire ne prenant pas part au vote, arrête le compte financier unique 2025 de la commune d'Atiche. Voilà ce que je vous propose compte tenu de ce compte financier unique. Alors, dépenses prévues, 2 141 696,63 €. Dépenses réalisées, alors on part en section fonctionnement. Dépenses réalisées, 1 765 384,24 €. Recettes prévues, 2 141 695,63 €. Recettes réalisées, 2 168 588,18 €. En section d'investissement, dépenses prévues, 6 660 260,84 €. Dépenses réalisées, 3 810 616,61 €. Il reste à réaliser sur cette section d'investissement, la majeure partie, enfin une grosse partie, c'est la salle des fêtes bien sûr, 2 088 595,80 €. Les recettes prévues, 6 698 310,57 €.
Les recettes réalisées, 3 953 130,43 euros. Les restes à réaliser à zéro. Ce qui représente un résultat de clôture de l'exercice en investissement 142 513,82 euros et en fonctionnement 403 203,94 euros. Et donc un résultat global de 545 717,76 euros. 76, pardon. On va passer maintenant au vote. Qui approuve le compte financier unique de la commune? Excuse-moi, il y a juste un chiffre dans le tableau qui... Le reste à réaliser à zéro, en fait, c'est les subventions qui n'ont pas été encore touchées. Voilà, oui, c'est ce que j'avais dit. Pourquoi apparaît zéro, en fait? Puisque ça reste Alors, à réaliser. oui, c'est vrai, j'aurais dû l'expliquer au départ. Si vous voulez, quand on a fait le budget provisoire, on ne les a pas repris alors qu'on aurait dû les reprendre. C'est une erreur, je ne vais pas dire de jeunesse, pour ma part c'est difficile, mais on a pu corriger grâce à... C'est le SGC qui a contrôlé le compte financier unique, qui nous a dit tout ça peut se reprendre au budget supplémentaire. C'est ce qui va être repris dans le budget supplémentaire de façon à adapter et à contrôler les recettes et les dépenses. Vous verrez après, j'aurais dû vous en parler au début. Ça va rétablir le strict respect des chiffres. Donc, approuve le compte final. Ouais. Alors, on va repasser au vote, ou c'est bon? À l'unanimité? D'accord. Donc, on autorise donc la transmission de ce compte aux autorités compétentes et on décide sa publication conformément aux obligations légales de transparence financière. Voilà. Oui. Oui, j'aurais dû vous dire que on a fait le budget pas dans la rapidité parce qu'on était aidé par par la trésorerie, mais on a fait le budget et une fois qu'il a été terminé, on s'est aperçu que quand on a fait le contrôle, il manquait les recettes d'investissement. On s'en est aperçu en faisant le compte financier unique. Tout ça on a travaillé toujours en partenariat avec la trésorerie. Voilà, je vais vous présenter maintenant l'affectation des résultats 2025. Le conseil municipal arrête les comptes de l'exercice 2025 en adoptant le CFU, considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2025, constatant que le CFU fait apparaître un excédent de fonctionnement de 198 480,38 euros, un excédent reporté de 204 723,63 euros, soit un excédent de fonctionnement total cumulé de 403 203,94 euros pour le fonctionnement, un excédent d'investissement de 142 513,82 euros, un déficit des restes à réaliser de 2 088 595,80, soit un besoin de financement de 196 081,98. Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2025 comme suit. Affectation complémentaire en réserve, plus 403 203,94 euros. Et résultat d'investissement reporté, 142 513,82 euros. Ces restes à réaliser n'étaient pas repris non plus dans le budget prévisionnel. Tout a été régularisé lors du budget supplémentaire, ce qu'on va vous présenter ensuite. Est-ce que vous avez des questions sur cette affectation des résultats, qui est somme toute une délibération classique à la suite de l'adoption du CFU? S'il n'y a pas de questions, qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Je vous remercie. Et nous avons maintenant, on réinjecte toutes ces sommes dans le budget supplémentaire. Que
peut-on dire, Suzy, pardon, je regarde, mais Paul, Suzy aussi, si tu veux dire un mot sur le budget supplémentaire, mais c'est plutôt Paul, en quelques mots sur le budget supplémentaire. Je considère que le budget supplémentaire nous a permis de rectifier en fonctionnement, par exemple, erreur de jeunesse aussi, on n'avait pas affecté un montant suffisant à l'école élémentaire, mais c'est une erreur de frappe puisque notre délibération elle était bonne. Donc on a rectifié, on a rajouté 2500 € à l'école élémentaire pour arriver aux 11 000 qui étaient attribués. Et on a également affecté les 3820 €, je crois, de l'école maternelle. Oui. Voilà. Donc en fonctionnement, vous allez voir, c'est une opération blanche. C'est plus. Alors, on appelle de retirer cette somme. Il y a plein de pages vides. Qui ne concernent pas, mais on est obligé de. Voilà, ça y est. Donc ça représentait un total de... Alors on a dû rectifier donc pour un total de 6 411 € pour que ces subventions elles soient à la hauteur de ce qu'on avait délibéré. Donc il y a 1400, on a retiré donc cette somme sur les fournitures de petits équipements pour 1412 €, la maintenance pour 2499 € et les relations publiques pour 2500 €. Et on a affecté donc ces 6 411 € sur le 65 748 subventions autres personnes de droit privé. C'est une opération à zéro. Voilà. Par contre, les autres rectifications, ça concerne l'investissement. Où là, on a repris donc les restes à réaliser en dépenses, solde d'exécution de la section d'investissement, les crédits d'investissement, et on a rectifié tout ce qui n'était pas conforme, n'avait pas été repris au départ, alors que c'était nécessaire pour équilibrer le budget. Vous avez le tableau général. Il y a des subventions d'équipement versées, on a corrigé, moins 10 000. Immobilisation corporelle, moins 57 400,76. En dépenses d'investissement. Par contre, en recettes d'investissement, on a donc régularisé les différentes subventions qu'on attend encore, pour 1 357 977 €. Donc là, elles sont reprises. Et également les autres subventions, 403 203,94 €. Donc ça a été régularisé par rapport au budget prévisionnel, de façon à équilibrer notre budget avec les bons chiffres et la totalité des résultats. Ce budget supplémentaire, une fois qu'il sera adopté, il sera réinjecté dans le budget prévisionnel de façon à équilibrer le budget et pouvoir redémarrer sur une année normale. Mais c'est tout à fait légal ce qu'on a fait, c'est sur les conseils d'abord de la trésorerie. On a travaillé toujours avec eux pour ne pas avoir de problème. Et je ne pouvais pas vous le présenter lors de la commission finance parce qu'on avait un problème technique, c'est ça, pour l'adoption du budget supplémentaire, et qu'Osolus n'a résolu ce problème que jeudi. Donc je ne pouvais vraiment pas. On avait les chiffres, nous, mais on ne pouvait pas vous présenter le tableau comme la maquette. Voilà. Donc là, petit à petit, on va arriver au bout de ce budget, comme je vous ai dit. Merci Paul. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette proposition de budget supplémentaire? Des demandes d'intervention? Je te passe juste le micro, comme ça tout le monde t'entendra. Merci Paul. J'ai une question et une remarque. Ma question, au dernier conseil, j'avais dit qu'il doit avoir une coquille, page 89, dans les produits de cession d'IMO,
Ça a été, je pense, partiellement corrigé, mais à mon avis, il manque encore un bout. Il y a 117 500, je m'attendais plutôt à 180 000 Ça, c'est dans les sessions IMO. Donc, voilà, ça a été, je pense, corrigé partiellement, mais sauf si j'ai mal compris, il manque encore un morceau. Comment? C'est 2 rue du Moulin. Non, mais on finit, puis après on répond comme ça. Mais de rue du Moulin, c'est plus que 117 000. C'est que 117 000. Ouais. On ne s'attendait pas à plus. Non. Ok. Alors, la coquille, elle y est toujours, mais moindre de ce fait. Si c'est 117 500 pour 2 rue du Moulin, puisqu'on considère toujours que le prêt est 100% remboursé et on n'a pas l'argent puisqu'il faut 431 000 et on a 368 000. Donc il manque encore un bout. Oui, je sais bien que c'est rue Tralampin, mais c'est pas dans les comptes. Il faut le mettre dans les comptes ou considérer qu'on n'a pas fini de rembourser le prêt. C'est parce qu'on n'a pas pu encore délibérer. Pour l'instant, on n'a pas pu encore le mettre en vente, c'est ça? Je propose qu'on en reparle à la prochaine commission finance. Oui, c'est toujours une prévision, mais on attend de pouvoir le mettre en vente. Non, on va laisser finir, puis on a fort tout à l'heure. Et ma remarque, elle concerne le résultat de 2025. On a un bénéfice de fonctionnement de 403 000 malgré la tiche libérée. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on augmente les impôts de plus de 10% cette année, malgré ce résultat, malgré la tiche libérée en moins. Je sais bien qu'il y a une baisse de la subvention de la DSR, mais qui est bien inférieure. Enfin, c'est 33 000 euros dans le budget. Donc on est très loin de l'augmentation des impôts que vous avez décidé il y a un mois et demi. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir une réponse quand même parce que je ne comprends toujours pas cette décision. Merci. Merci. Sur les ventes immobilières, c'est l'occasion peut-être d'en donner un éclairage et je vais passer la parole tout de suite à Régis qui s'occupe avec Pierre particulièrement de ces ventes, qui avance d'ailleurs. C'est pour les gens qui nous regardent, je suis désolé, il y a quand même des gens qui nous regardent et qui nous entendent aussi. Non, juste pour vous dire qu'on va présenter au prochain conseil. Je ne sais pas si on peut donner déjà la date. C'est prévu toujours le 27 prochain. 27 juin. On va présenter donc la proposition d'un potentiel acquéreur de rue du Moulin. Potentiel acquéreur qui existait déjà puisqu'il faisait partie des 4 propositions présentées en début d'année, avec sans doute une petite révision de prix. Donc voilà, j'ai reçu le détail par Delphine et ce sera présenté le 27. Pour le reste de nos ventes immobilières, on a donc la poste qui est vendue, la signature est incessamment sous peu. On délibère sur la proposition qui nous est faite le 27 à voir si on l'accepte ou pas dans les conditions, mais on a une offre. À la suite du désistement de la première vente qui nous a fait, il faut le dire aussi, perdre un peu de temps. Et il nous restera à vendre rue de Falampin. Voilà. Et je pense que c'est plutôt la somme que tu évoquais, c'est plutôt la somme de rue de Falampin. L'estimation de Magnal, par exemple, il faudrait la retrouver, mais je parle de mémoire, pour la rue du Moulin, on est à 110 000 euros. 110 000 euros, voilà. Donc on est en phase avec ce que nous avions prévu. Par contre, l'estimation de Magnal de la rue de Falampin est en deçà de la valeur marché qu'on nous indique. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Une occasion m'est donnée aussi de partager avec vous et avec les Atichoises et les Atichois qui nous regardent l'extrême difficulté finalement à gérer tout cela. Ce n'est pas des difficultés insurmontables, mais par exemple sur la rue de Falampin, nous avons un locataire que j'ai reçu, qui a quelques difficultés, mais que j'ai reçu il y a un petit peu moins de 2 mois avec les services sociaux pour lui indiquer que nous allons vendre et qu'il faut donc qu'il s'en aille ou qu'il reprenne la
marche normale de quand on occupe un logement, on paye un loyer, je ne vais pas m'étendre, il a indiqué qu'il avait la possibilité et des possibilités de quitter le logement. Donc, on attend que cela soit effectif. Parce qu'il faut le dire aussi ici, c'est pas parce qu'on est une commune qu'on peut faire, qu'on peut éviter de payer son loyer ou qu'on peut rester en dehors de la règle. Mais on est là pour accompagner. Mais quand je dis extrême complexité, c'est qu'il faut accompagner, c'est bien normal, ce sont les lois, mais accompagner votre locataire pour, même si la procédure d'expulsion est mise en œuvre, il faut l'accompagner, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, et alors dès lors qu'on a dit, et le locataire il sait bien que je n'ai pas de grief contre lui, j'agis ici en tant que maire et devant défendre les intérêts de la commune. Bon. À partir du moment où vous avez des difficultés de paiement, à partir du moment où vous avez des relances, à partir du moment où vous êtes reçu, vous dites oui je vais payer, puis finalement c'est pas fait, bon il peut y avoir des difficultés, il appartient aux services sociaux d'accompagner, de voir s'il y a des solutions. Nous avons dû mettre ça en œuvre, il ne s'était pas pris en main. Mais par contre, quand on a mis en place la procédure d'expulsion, là, la préfecture, elle sait nous écrire tout de suite, attention, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, et machin, et attention, bon. Nous, on a besoin de cette vente, on espère bien que le locataire, il va j'allais dire, tenir parole et quitter ce logement, ce qui nous permettra d'espérer une recette complémentaire qui viendra effectivement compléter et nous donnera la possibilité de rembourser ce prêt. On peut évoquer et revenir, si vous le souhaitez, sur l'augmentation des impôts, l'actualisation des impôts. Le contexte dans lequel nous avons dû le faire est assez clair. C'est pas parce que, et c'est justement ce que nous contestons, mieux on gère, plus l'État nous prend. Non. Non. Mieux on gère, plus l'État nous prend, plus il nous met des bâtons dans les roues avec, enfin l'État, avec un certain nombre de procédures, j'y reviendrai après. Donc c'est pas par prudence, c'est par nécessité, je le redis, à la suite, non pas de 33 000 euros, c'est une baisse totale sur 2 ans de 65 000 euros qui nous a été enlevée, et dans un contexte, je le redis, où nous avons des engagements vis-à-vis des habitants, que nous comptons bien tenir ces engagements, qui sont utiles d'ailleurs pour l'avenir de la commune. J'ai un certain nombre de rendez-vous à la suite de ce conseil municipal. Ils sont quasiment tous consacrés à des gens qui demandent et qui ont besoin de logement. Nous n'avons jamais eu autant de demandes de logement insatisfaites en attente en mairie d'Atiche. Donc nous avons aussi cette nécessité de tenir un langage de vérité et d'inscrire, et nous inscrivons notre action dans la durée à tout le moins du mandat. Donc sans cette suppression de la DSR, il n'y aurait pas eu d'augmentation. Voilà. Maintenant, moi, la parole, parce que il y a le temps un peu du conseil municipal, le temps un peu de si j'ose dire, et personne ne doit se sentir attaqué, mais un peu de la gesticulation. La proposition que j'ai faite au nom du groupe et que je fais en tant que maire, c'est si nous trouvons ensemble 65 000 euros d'économie dans notre budget, nous reviendrons sur cette augmentation. C'est aussi quelque chose que je vous invite à faire et à nous aider à faire, parce que, je le redis, si on veut être complet, et il faut être complet, nous avons appris cette suppression le 3, 4 ou 5 avril par un courrier du préfet quand nous devions faire notre budget sans avoir le CFU, notre budget pour la fin de l'année, pour la fin du mois d'avril. Donc je sais que il est de bon ton de dire à Atiche, sans tout expliquer, voire ailleurs, mais le maire est un menteur, je l'ai entendu, il est en train de mentir. Nous on travaille sur la confiance et en transparence. Et d'ailleurs, je vous invite, quand vous faites des publications, à tout dire, parce que c'est vrai que nous avons augmenté, mais il faut dire aussi pourquoi nous l'avons fait. Après, les gens font leur compte, j'ose dire, et puis ils viennent nous interroger, ou en tout cas, ils font leur idée de ce que nous proposons. Ce que je voulais dire sur ce budget supplémentaire, c'est que vous voyez que... Alors, je reviens sur les impacts, parfois, que l'État nous met. C'est pas l'État politique, c'est à force d'empiler les règles,
l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Alors on rajoute. Juste, par exemple, le cheminement, ça prend du temps et donc ça prend de l'argent, du recrutement. Nous faisons, par exemple, actuellement un recrutement. Il n'y a rien qui peut se faire en moins, même quand on compresse au maximum, on ne voit pas comment on peut le faire en moins de 4 mois et demi, parce que nous avons un certain nombre de procédures. Il serait bon, et je pense que ça c'est ni d'être de droite, de gauche ou d'ailleurs, c'est d'être concret, pragmatique, que l'État nous aide à être plus pertinent dans ces recrutements, parce que pendant le temps que vous n'avez plus la personne, ben, vous êtes en train de recruter et vous pouvez avoir un trou d'1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois. Le parcours, il est très simple. Vous avez évidemment une obligation de publicité avec une déclaration de vacances de poste ou une création de poste. Ce n'est pas toujours obligé d'ailleurs de passer pour ça en comité, en CST, donc ça va. Mais ça, on doit passer par la procédure du centre départemental de gestion. Ça prend environ 1 mois. Vous avez une obligation de publicité qui doit faire aussi 1 mois, même si vous avez la personne. Parce que ça, il arrive parfois. Mais on doit faire une publicité, parce qu'on dit, ah oui, mais il faut que tout le monde soit informé. Très bien, sauf que dans plus de 80% des cas, des fois, on a déjà la personne avant de recruter. Ce n'est pas le cas de ce que nous faisons actuellement. Et puis après, il y a toutes les délibérations de création de postes qui doivent faire l'objet d'un contrôle de légalité. Enfin, je passe les détails. Ce que je veux dire, c'est que, par contre, on peut faire un appel à candidature simple, ce qui ne nous empêchera pas de faire tout le système que je viens de vous énumérer juste avant. Donc en fait, on est un peu perdu, on n'est pas perdu, mais il y a beaucoup de procédures qui pourraient être simplifiées, qui pourraient nous aider à un gain de temps et un gain d'argent. En tout cas, voilà globalement les réponses que je voulais vous apporter, et je le redis, la proposition de recherche et économie, les documents ils sont disponibles à tout le monde et on peut regarder, et je sais que nous on fera cet exercice-là, que Paul continuera à le faire. C'est un gros travail que Paul a fait avec Claire sur ce CFU, déjà sur le budget primitif et sur le budget supplémentaire. Et je le redis, pas du tout pour incriminer personne, mais forcément il y a eu un temps d'élection, et pendant le temps d'élection, il n'était pas temps de préparer un budget, parce qu'il y avait des élections à préparer pour tout le monde. Et il y avait une concurrence, c'est bien normal que voilà, s'il n'y avait pas eu de concurrence, je ne la regrette pas, mais s'il n'y avait pas eu de concurrence, on se serait dit, bon, bah, on a la capacité, il y a des communes qui n'ont pas eu de concurrence, ils ont peut-être eu probablement plus de temps pour préparer leurs documents budgétaires. Et à la suite de cette élection, donc 18 mars ou 11 mars, je ne sais plus, enfin on était installé le 20 mars, le 21 mars, 20 mars. Et après, vous avez à peine 1 mois avec des vacances dedans. Alors c'est pas forcément des vacances pour nous, mais c'est des vacances pour des agents. On travaille beaucoup aussi avec le service de gestion comptable de Orchy, que je veux remercier ici, Madame Devos et Madame Cambrai, avec qui nous travaillons bien. Elles aussi, elles ont le droit d'avoir, enfin bref, tout ça fait aussi que nous avons dû faire tout cela dans la précipitation. Je voulais vous dire ça parce que vous avez vu qu'avec la commission, on avait évidemment regretté de ne pas avoir pu faire la commission des finances telle que nous souhaitons faire dans un rythme normal de travail. Eh bien, ça a été fait, on n'a pas pu le faire pour le budget. Là, je sais, Paul, que tu l'as fait cette semaine, en début de semaine, justement, pour le budget supplémentaire et pour le CFU. Donc, on reprend petit à petit un rythme normal, et je vous remercie de le comprendre. Et effectivement, il y a un certain nombre de points sur lesquels, par rapport aux questions que vous posiez, qui pourront être repris lors d'une prochaine commission qui est favorable à l'adoption de ce budget supplémentaire. Y a-t-il des abstentions? Pas de vote contre, c'est donc adopté. Nous avons le vote d'une subvention à l'OCCE. Ah. On ne pourra pas vous faire signer aujourd'hui les CFU et le budget. Claire va reprendre le détail des votes en informatique. Maintenant, tout se passe par liaison informatique. Elle vous fera un message pour venir signer et ensuite elle pourra transférer. C'est bien ça, Claire?
Pour l'OCCE, je te donne la parole, Hélène. C'est pas une grosse dépense, donc on peut la voter. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose l'attribution d'une subvention d'un montant de 38,20 €, donc pour l'achat des livres, pour la remise des prix de fin d'année destinés aux élèves de la classe de CE2 de l'école élémentaire. Donc, je peux poursuivre. Donc, qui est favorable à l'adoption? Non, je ne sais pas si vous avez des questions quant à cette attribution de subvention. Non, merci. Faut qu'il serve un peu le maître. Non plus. Et s'il n'y a pas de questions, qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Je vous remercie. Avant de conclure, peut-être quand même un dernier mot sur la proposition que nous serons amenés à examiner pour la vente du rue du Moulin ou... Juste pour dire que j'ai l'estimation des domaines devant les yeux, elle est exactement de 104 400. 104 400, l'estimation de manière. Très bien. Donc la proposition que nous serons amenés à valider ou pas, on espère la valider fin juin, ça nous permettra de comment dirais-je, en tout cas la proposition est au-dessus de l'estimation domaniale. Vous dire deux petites choses avant de conclure. La première, remercier l'ensemble des commerçants qui sont mobilisés pour essayer, c'était hier soir la deuxième soirée pour les guinguettes, c'est aussi ça, une partie de nos engagements que nous avions pris, nous l'avions écrit, nous le faisons, c'est ouvert évidemment à tout le monde, c'est 2 soirées et avec le succès que nous avons pu constater, ça montre que ce type d'événements peuvent rencontrer un succès et c'était probablement attendu. C'est d'autant plus agréable à vivre que c'est l'union de quasiment tous les commerçants de la commune en lien avec, on va dire, l'alimentation et puis les boissons. Donc ça c'est intéressant, c'est que ça coûte pas trop cher en plus à la commune, même si on met la main à la pâte et qu'on essaie on a quelques heures de travail quand même avec un petit peu de personnel et un petit peu de matériel, mais tout cela dans des conditions qui sont tout à fait raisonnables. Donc la 3e édition, ce sera le 3 juillet prochain. Dire que nous avons un départ prochain de Virginie, qui était en mairie depuis presque pas tout à fait une quinzaine d'années, 10-12 ans, qui donc poursuit sa carrière dans une autre commune et que nous sommes occupés aujourd'hui à recruter à son remplacement, mais nous n'avons pas encore défini, enfin nous avons une personne à qui nous avons fait des propositions. Je voulais juste profiter de ce moment pour dire, vous voyez, le recrutement, et il y a un vrai souci, mais nous on est à la base, on est vraiment à la base, nous, en mairie Latiche, comme beaucoup de communes. Mais vous voyez, on a fait une annonce avec tout le circuit que je vous ai expliqué tout à l'heure, et on recrute dans un cadre statutaire, parce qu'il faut concours, On a eu une seule candidature statutaire. Alors on l'a examiné, tout ça, il y a des plus et des moins, c'est pas sur la candidature que je parlais ici. Une seule. Et tout le reste, c'est des candidatures non statutaires. C'est un peu plus difficile de prendre du non statutaire là-dessus, parce qu'il y a une spécificité au niveau de la maîtrise et la compréhension des finances publiques. Mais ça montre aussi la difficulté que nous avons à attirer dans la fonction publique territoriale un certain nombre de profils. Donc ça aussi, ça rajoute à la difficulté parfois et la longueur du temps de recrutement. Vous dire aussi un petit point sur la salle des fêtes. J'ai effectivement m'a fait remonter qu'il y avait quelques questionnements en commission, et pourquoi pas. Il faudrait quand même tordre le cou à tous les bruits qui circulent, comme quoi le chantier serait arrêté parce que on ne paierait pas nos prestataires. Et je vais y revenir après. Si c'était le cas, le chantier ne serait pas arrêté. Il est arrêté parce que nous avons, et c'est une difficulté d'ailleurs, nous l'avons encore ici dans cette salle vue avec Julien et Suzy et l'architecte, pour trouver une solution. Nous avons un problème
dalle de chape qui n'est pas sèche. Voilà. Donc ça pose deux problèmes. D'abord, ça pose le problème il va falloir vérifier si elle a vraiment, en dépit de ce qu'on nous a dit, si elle a vraiment été faite dans les règles de l'art, parce qu'elle était quand même faite avant Noël. Bon, on voit, on a quand même des photos sur ce qui était fait dans le coffrage et tout ça. C'est vrai que c'était quand même du solide, mais enfin, il y a quand même un sujet là-dessus. Ça pose un deuxième problème, c'est que nous avons en plus un parquet à mettre dessus qui demande à ce qu'on aille la réglementation, ce qu'on peut poser à partir de 3% d'humidité en dessous. Ah non, ce dispositif-là, et là je regrette publiquement, je l'ai regretté auprès de monsieur l'architecte, qui a choisi, nous avait proposé un produit que nous avons choisi, mais sans regarder que ce produit-là, sans attirer notre attention sur le fait que ce produit-là demande une pose à 1,7% d'humidité. Donc, vous voyez, même si on est à moins de 3 au prochain contrôle qui devait se faire mardi, mais qui se fait finalement mardi d'après, parce qu'on va dire, ah ouais, mais le maire il avait dit que c'était mardi, mais finalement c'est mardi d'après, le maire il ment. Non, le maire il ment pas du tout. L'architecte il nous a dit, bah, l'entreprise n'est pas passée, parce qu'elle repasse mardi. Bon. Ce qui donc pose un autre problème, parce que même si on est à moins de 3, on ne sera pas à un 7. Voilà. Donc on a un vrai problème. Et qu'est-ce qui cause l'humidité? Et donc, si je le savais, si nous le savions, on pourrait y remédier, mais aujourd'hui on ne le sait pas. Ça veut dire qu'on a aussi cette négociation, cette discussion qui ne devra pas, à mon sens, qui doit se faire à Isoku pour la commune, mais est-ce que c'est ce produit-là qu'il faut mettre? Puisqu'il y a d'autres produits que tu peux poser, voilà. Donc il faut regarder, il faut aller regarder, est-ce qu'il a été commandé, pas commandé, est-ce que, voilà. Donc il faut... Mais quand je dis qu'on... Oui, vas-y. Quand je dis qu'on a un problème, c'est que on est le 13 juin. On devait avoir livraison il y a un mois. Voilà. Donc ça nous pose souci et des inquiétudes, ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, et hier et aujourd'hui et dimanche, les galas de danse ont dû être en urgence déportés, en l'occurrence dans une salle privée à Seclin, et je remercie les clubs de danse avec qui nous avons trouvé une solution. Il y a quand même des factures que nous ne payons pas actuellement. Voilà. Et il y a notamment une entreprise que je ne vais pas citer, mais qui aime bien faire un peu de buzz autour de ça, manifestement dans quelques endroits. Nous avons, et nous sommes en train de faire pour chaque entreprise le décompte de ce qui est en retard, de ce qui est en cours et de ce qui a été fait. Mais pour l'entreprise dont je parle, qui, elle, a dit, bah, moi, je ne réinterviens pas parce que tant que je ne suis pas payé, le monde merveilleux des finances publiques fait, et c'est bien normal que le maire n'ait pas un chéquier, mais enfin, je n'ai pas de chéquier, je ne reçois pas la facture, je ne fais pas le chèque et je ne mets pas au courrier. Donc, l'entreprise dépose ses pièces sur Corvus, nous, on les vérifie ou on les envoie à perception. Et puis, bah oui, ils les envoient quand c'est incomplet. Il peut arriver, c'est arrivé pour cette entreprise, qu'eux, ils déposent un complet. Je ne sais pas comment c'est possible de déposer un complet, mais en tout cas, il manquait une signature sur un papier, notamment d'un ordre de service. On attend de toutes les personnes qui sont dans la chaîne que nous payons, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout le monde, que quand, et en tout cas en entreprise qui sait faire, bah, si elle a oublié une signature, on attend qu'elle ne l'oublie pas. S'il faut que nous, avec tout le travail que nous avons, avec nos agents dans la situation dont nous sommes, ils doivent tout vérifier pièce par pièce dans le détail, alors ça va poser problème. Bref, il manquait un papier et une signature, on n'a pas vu, parce que aussi, on n'a pas fait ce contrôle-là. On l'a envoyé à la perception a dit non, il manque un papier. Bah, vous reperdez un mois. Voilà. Il peut y avoir, des fois il manquait l'ordre de service, des fois il nous faisait payer 2 fois les choses, parce que c'est ça aussi. Donc pour cette entreprise-là, on la voit la semaine prochaine et on va être très clair et très clair. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il fallait faire, parce que par ailleurs, il y a des entreprises
on est un peu ric-rac parce que la trésorerie qui est tendue, et ça c'est une réalité aussi. Mais je voulais mettre un peu les points sur les i là-dessus. Donc on est préoccupé, avec le CFU on le sera moins, mais sur ce délai de trésorerie. Nous sommes préoccupés par la dalle qui ne sèche pas et par le parquet que nous devons poser. Donc si rien ne change en tout cas, soit ça sèche plus vite, soit on change le parquet. Mais s'il n'y a pas l'un des deux, bah, je vais vous dire, on n'est pas près de l'avoir là, ça. Et je ne veux pas du tout préparer les esprits. Nous, notre but, c'est qu'on l'ait le plus rapidement possible. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui ne va pas sur... personne ne comprend. Bon, ben, je pense qu'on peut le dire ici. Soit on arrive à avoir des améliorations significatives, soit nous, ben, on engagera nos assurances, quoi. Il faut aussi maintenant regarder avec un peu plus de précision, mais vous comprenez aussi que je ne voulais pas engager le travail avec les assurances et une phase un peu plus, comment dirais-je, offensive, tant que nous n'avons pas non plus cette trésorerie pour définir aussi les quelques factures que nous avons en attente pour un certain nombre d'entreprises qui maintenant avec le CFU on a, et ça nous permettra sur des factures qui sont un peu en retard pour certaines, qu'elles puissent être réglées dans les semaines qui arrivent et qu'on fasse les choses dans l'ordre. Voilà ce que je voulais vous dire sur la salle des fêtes, mais bon, ben, affaire à suivre et on aimerait bien que ça avance. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Juste sur le projet de réalisation qui va se faire à l'école maternelle, le deuxième accès, j'ai eu par des riverains quelques remontées, il y a eu apparemment 2 réunions qui se sont faites, et leur inquiétude de savoir à partir du moment où on retirerait la haie, ce qu'il adviendrait du bout de leur jardin en termes de sécurité et aussi d'aménagement, que ça soit propre et unitaire. Donc on a reçu les riverains. Donc nous avons reçu les riverains une première fois au mois de mai sur le site directement et une seconde fois dernièrement début juin ici en mairie. Et il n'y avait pas d'inquiétude particulière puisque nous leur avons bien exposé donc, que la haie faisait partie du domaine public et ensuite ce qu'il adviendrait de mettre un brise-vue, etc. leur appartenait puisque c'est leur propriété privée. Et ils étaient bien informés et bien conscients qu'ils devaient soit rajouter un brise-vue ou éventuellement une haie. Est-ce que ça va être présenté en... Ça leur a été présenté. Nous, après, j'ai organisé une commission, on a évoqué le sujet également. Mais ensuite, éventuellement, oui, on va en discuter, on présente. Au départ, entre la première réunion et la seconde réunion, je prends l'exemple de monsieur et madame... Duquesnoy non, okay. Cardon. D'accord. Qui étaient au départ pas impactés et maintenant qu'ils deviennent, puisqu'apparemment le projet va plus loin et eux ils sont pile à mi-chemin entre la grille et... Non, c'est pas ça. En fait, ils ont toujours été inclus dans le projet, c'est-à-dire qu'éventuellement, madame Cardon avait soumis une proposition d'arrêter au niveau de sa clôture le retrait de la haie. Mais on s'est entendu tous ensemble de uniformiser et de retirer la haie sur toute la totalité en fait du départ, du début du parking jusqu'à la grille d'entrée de l'école maternelle. Et elle n'a pas évoqué de soucis particuliers. D'accord. Moi, elle m'a dit que c'était au départ une concertation. Elle l'a évoqué à quel moment, ça, ce souci? Parce qu'on l'a rencontré là, il y a peut-être une semaine. Je l'ai vu samedi en privé. Donc, ok, je la contacterai à ce moment-là. Il faut garder l'esprit de concertation, c'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on ne peut pas nous prendre à défaut. Je pense... Enfin, moi, je n'ai pas fait les réunions, et d'ailleurs je remercie les élus, Hélène, et puis l'ensemble des élus qui se sont mobilisés pour faire ça. L'esprit de concertation, on ne va pas nous prendre à défaut. Enfin, je rappelle quand même qu'on crée un trottoir sur domaine public pour améliorer l'accès aux écoles. Bon. On est chez nous, comme dirait l'autre. Ça crée effectivement des changements pour les riverains par rapport à un vis-à-vis. C'est normal, il y a 2 réunions qui ont été faites.
d'abord il devait y en avoir qu'une, puis après vous avez souhaité en faire une deuxième pour justement bien avancer sur le sujet. Bah, je voudrais quand même pas qu'on dise attention, il faudrait concerter. Non, je pense qu'on concerte là. On fait des réunions. Il y a quand même aussi un objectif, hein, pour ce qui nous concerne, nous, dans l'exécutif et dans la majorité, c'est qu'on veut avancer sur ce sujet comme sur d'autres. Et ça fait partie des choses qu'on espère pouvoir réaliser pour la rentrée. Et dans ce cadre-là, on doit s'appuyer sur un groupement de commandes qui est fait en termes de petites voiries annexes avec PVL Carambeau, et il fallait que nous ayons les éléments pour mi-juin. Voilà. Donc il fallait que nous soyons au clair. Dans un souci d'économie d'ailleurs, et je remercie Hélène d'avoir travaillé aussi pour revoir une partie des prestations qui étaient faites, puisque sur la partie voirie du devis qui était fait par PVL Carambeau, par le cabinet d'études de PVL Carambeau, bah, c'était correct, mais l'arrachage et le dessouchage, voilà, je vais essayer de le dire correctement, eh bien ça nous apparaissait fort onéreux, et du coup on a aussi demandé un petit délai pour regarder, on a une autre entreprise, donc on va sortir, on va passer en direct. Enfin, tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est pas comme à la maison, hein, on doit derrière faire un certain nombre de procédures. Donc non, la concertation était plutôt bien faite, il y a des inquiétudes, comme dans tout changement. J'ai même entendu en conseil d'école que par une enseignante, mais que je ne vais pas... je dis juste mon étonnement quand on dit pourquoi vous mettez de l'argent là-dessus, excusez-nous. D'abord, on a des engagements de campagne, et ensuite, on a des préoccupations d'écouter les parents d'élèves, et c'est ce que nous faisons. Et je trouve que on est plutôt pas mal en faisant ce projet, et on espère encore une fois qu'il sera réalisé et pour le mois de septembre. Mais la concertation, non, c'était bien. Voilà. À la rigueur, on n'a pas... Mais au contraire, je pense que la concertation s'est faite vraiment avec les riverains concernés. On n'a pas fait toute la rue, on a fait... il y avait 4 ou 5 riverains, 4 maisons. Voilà, donc... et puis, comment dirais-je, ça sera l'occasion peut-être d'améliorer justement la sécurité des enfants, c'est ça l'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une autre, en fait, c'est un peu sur notre mail ce qui remonte. Il y a une dame qui habite la Grande Poterie. Alors c'est un événement exceptionnel, c'était mardi dernier, il y avait eu deux gros accidents sur l'autoroute. Et la rue de la Poterie est devenue le matin, pas une autoroute, mais en tout cas un lieu de passage où les gens ne vont pas rechercher, comme la rue de la Duchesse, pour quitter l'autoroute, mais plutôt pour aller chercher l'accès vers Paris. Et là, c'était le Tour de France, quoi. Donc est-ce qu'il y a possibilité, alors c'est une situation exceptionnelle, puisque c'est deux accidents cumulés dans deux sens différents, de mettre un panneau interdisant les gens d'aller... Est-ce que c'est une vraie voirie? Est-ce qu'on peut descendre la rue de la Poterie, aller chercher de l'autre côté vers Falampin l'aire d'autoroute, ou est-ce que c'est proscrit? Est-ce qu'il y a une réglementation? Parce que c'est pas, la voirie déjà n'est pas adaptée, mais bon. Il y a plusieurs niveaux. Bon. Comme vous le disiez, c'est exceptionnel. Bon. Beaucoup de riverains qui font face à des situations exceptionnelles parfois. Bon. C'est-à-dire quand il y a des travaux qui peuvent... Moi je me souviens... la rue Jean-Baptiste Colette, sur le bas de la rue Jean-Baptiste Colette, quand il y avait des travaux à Martinsart, avec les feux, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans, quoi, avec les films. Et là, c'est de l'exceptionnel qui durait un petit peu plus. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut réagir aussi rapidement de l'exceptionnel? Je ne suis pas certain qu'il faille dégainer tout de suite toutes les... voilà, tous les arrêtés possibles. Mais faire un arrêté, c'est tout à fait possible, ça ne coûte rien. Est-ce que c'est efficace? Alors ça ne coûte rien de faire l'arrêté, ça coûte quand même de mettre un panneau, on a encore les moyens de le faire. Est-ce que c'est efficace? Voilà. Parce que derrière tout ce qu'on peut faire quand on est élu, et particulièrement élu local, c'est ce que nous demandent les gens, c'est l'efficacité de notre action. C'est-à-dire que nous, quand on a éteint le micro là, on ne va pas rentrer chez soi comme ces gens qui vont faire des plateaux télé, et puis ou faire une interview, puis après ils rentrent chez eux, puis ils croisent quasiment que des gens qui sont d'accord avec eux. Nous, on croise des habitants, les ménages
de l'exemple que vous venez de donner. Donc je ne suis pas certain que ce serait très efficace, ou en tout cas il faudrait, dans ces cas-là, mais situations exceptionnelles, comment mobiliser la gendarmerie pour qu'elle puisse verbaliser, parce que ce serait non-respect d'un arrêté municipal, mais sur la forme c'est possible. Mais pour une situation exceptionnelle qui arrive de manière exceptionnelle de fait, et pour lequel je pense que quand il y a 2 accidents, comme là ça s'est fait, où les gendarmes ils sont peut-être mobilisés sur d'autres choses. Enfin voilà, je pense qu'il faut avoir effectivement un œil sur tout cela pour voir si ça se développe. Ça me permet de souligner que nous avons pris un engagement en mars dernier devant les habitants, un autre engagement que nous tiendrons également, c'est de travailler à la mise en place d'un plan de déplacement. Voilà. Et que ce plan de déplacement, nous préparons une première réunion, justement dans la concertation, de lancement de la réflexion de la concertation à partir de septembre. Donc, je ne dis pas que on ne travaillera pas sur des cas exceptionnels, mais je voulais profiter de cette interpellation pour dire qu'effectivement, c'est une des illustrations, là un peu, voilà, un peu, je vais redire le mot exceptionnel pour la rue de la Grande Poterie, mais une des illustrations que de par sa situation géographique, la commune est un itinéraire de délestage de la 1, un itinéraire de délestage des encombrements qui sont liés à un échangeur de seclin qui est inadapté. Hein. Depuis tant d'années qu'il faudrait mettre quelques moyens pour essayer, ça ne va pas tout résoudre, mais au moins ça nous permettrait, nous, de respirer, qui sommes autour, quelques communes, de respirer un peu mieux, mais c'est comme ça. Mais nous sommes aussi un itinéraire qui est de délestage guidé avec les itinéraires Waze en plus maintenant, donc il n'y a pas seulement les rues principales, c'est aussi des rues secondaires de nos communes qui sont concernées quand il y a ce genre d'événement, de encombrement sur la 1, ou quand l'échangeur de seclin est bouché, plus tous les déplacements qui sont venus se mettre avec les livreurs. Et dans le même temps, c'est pour ça que nous voulons travailler dans la concertation à un plan de déplacement. Dans le même temps, il y a une demande légitime des habitants, à juste titre, pour avoir plus de sécurité routière, pour avoir plus de partage de l'espace public entre piétons, cyclistes et automobiles, et que nous avons aussi une tolérance pour permettre à chacun de stationner son véhicule, si pas devant chez lui, ou moins à proximité quand il ne peut pas le faire devant chez lui, sachant qu'en plus, le défaut de transport en commun, ou plutôt le fait que ce ne soit pas encore bien adapté, c'est rien de dire, ça amène beaucoup de gens à avoir 2 ou 3 véhicules parfois. Donc tout cela, dans la concertation, nous ferons tout ce travail-là, et ça va être un gros travail. On espère que les habitants pourront nous aider à trouver les meilleures solutions possibles. Donc pour la rue de la Grande Poterie, tout de suite, on peut faire un arrêté qui serait permanent, mais je proposerais de ne pas le faire tout de suite et de regarder si la situation elle devient, même en cas de situation qui ne serait pas exceptionnelle sur la 1, est-ce que ça peut être, comment dirais-je, utile de le faire. Après, on devrait, pour le coup, par contre, si c'est pas mis, mettre un panneau que la rue elle est défoncée. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui s'engage, qui prend cette route, enfin on le voit, c'est la rue de pavé, quoi. C'est les anciens pavés de Paris-Roubaix. Normalement, c'est un chemin agricole. On a une autre situation comme ça, pas être trop long, mais vous voyez, on a refait le chemin Gênes dans le passé, je crois, il y a un an et demi. Formidable, mais le chemin Gênes, il fallait le refaire. On a fait quelque chose d'assez solide, on sait qu'il y aura, c'est pas comme une route, mais enfin on a fait quand même quelque chose d'assez solide. C'est un chemin agricole et qui dessert le centre hippique. Un riverain qui habite et qui a une activité, et puis les autres, c'est des riverains agricoles. Eh bien, nous sommes en train de regarder pour mettre une barrière qui n'empêchera pas, un dispositif,
passe une barrière ou quoi, pour éviter que d'un bout à l'autre de la rue de la Neuville jusqu'à la rue de la Faisanderie, ça puisse être utilisé. Parce que là aussi, ça commence à être utilisé comme itinéraire de délestage, paraît-il. Mais je veux bien croire les témoignages que j'ai reçus. Pour éviter que ça fasse un petit raccourci ou une balade bucolique en voiture, c'est pas l'idée, quoi. Voilà, c'est vraiment plutôt une balade à pied, à vélo, mais pas du tout un itinéraire bis à la départementale ou pour parce que ça abîme et ça rend dangereux aussi les sorties du centre équestre. Donc, dès lors qu'on améliore quelque chose, ça provoque un autre sujet, il faut y être attentif. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et puis vous souhaiter une bonne journée, parce qu'il est encore tôt, hein, c'est pas l'heure de l'apéro, 8h15. On va continuer. Personnellement, je ne vais pas le prendre tout de suite. Merci à tous et bon week-end. Et encore, ah oui, c'est la prochaine fois que tu payes l'apéro, peut-être un bon anniversaire encore.